Merci. Donc des systèmes de portée et de contrôle de tir pour vos canons anti-navires. Eh bien, quand vient ce moment dans la vie où vous voulez vraiment faire sauter quelqu'un, mais que vous n'avez pas d'avion, et qu'ils sont honnêtement un peu trop loin pour une grenade ou même un trébuchet, c'est là que vous devez sortir l'artillerie. Posséder de l'artillerie est une chose. Faire en sorte qu'elle touche quelque chose en est une autre, et comme les gens n'aiment pas être détruits, ils ont cette fâcheuse habitude de bouger pour éviter le coup. Donc même un simple essai et erreur autour d'un point fixe ne fonctionne pas très souvent. Avec assez de temps, ces personnes ont également tendance à trouver leur propre artillerie pour essayer de riposter. Cela est aussi vrai en mer que sur terre, sauf pour une complication supplémentaire. Quand vous mettez votre artillerie sur un navire, c'est une expérience très émouvante, et une fois que l'événement émotionnel significatif est terminé, il s'avère également que le navire est en route. Alors que sur terre, au moins la plupart du temps, votre position reste à peu près la même avant et après avoir tiré vos armes. Si ce n'est pas le cas, généralement, quelque chose a très mal tourné et les subtilités du calcul balistique ne sont plus votre préoccupation. Mais quand la journée se passe un peu mieux, pour toucher votre adversaire, vous avez besoin de deux systèmes de base, la détermination de la distance et le contrôle du tir. La détermination de la distance est la première chose importante car, à part la portée de mêlée effective lorsque nous parlons de navire, votre projectile va tomber assez significativement sous l'effet de la gravité. C'est de la balistique de base. Pour contrer cela, vous devez élever votre canon de sorte que l'arc décrit par votre projectile intersecte avec la cible au lieu de la mer, du moins si vous n'êtes pas les Français ou les Japonais d'entre-deux-guerres. Et pour faire cela correctement, vous devez connaître les propriétés de votre canon et du projectile que vous avez espérons travailler un peu plus tôt que lorsque vous devez l'utiliser en combat réel, et vous devez savoir à quelle distance se trouve la cible afin de déterminer la portée, et donc de savoir à quelle distance vous devez élever votre canon. Le contrôle du feu est la chose suivante dans sa forme la plus basique. Le contrôle du feu vous indique simplement qu'en tirer à nouveau à l'époque de la voile, cela ne devait vraiment prendre en compte que deux problèmes une fois que la portée avait été établie, le cap et le roulis. Le cap, car si le canon n'est pas pointé sur la cible, vous pourriez tirer devant ou derrière l'ennemi, les arrosant d'eau de mer, sans grand effet. Le roulis était important parce que les canons étaient fixés sur des chariots qui, avec un peu de chance, restaient fermement sur le pont, et donc si le navire roulait, alors où le canon pointait à un moment donné dans l'élément vertical pourrait changer, et la composante verticale qui était impartie à la vitesse du projectile pourrait également le faire aller plus loin ou plus court que ce que vous aviez prévu. Calibrez le tir sur le bon roulis et vous toucherez la cible. Le calibrez mal et vous ne ferez que les irriter. Vous pourriez aussi tirer parti de cet effet. Les navires français et de nombreux pillards, à l'époque de la voile, avaient tendance à tirer lors du roulement vers le haut, ce qui faisait que leur tir était un peu haut pour découper le gréement ennemi. Les navires britanniques, ainsi que d'autres navires avec une perspective plus militante, avaient tendance à tirer lors du roulement vers le bas, de sorte que plus de tirs se dirigeaient vers la partie inférieure de la coque de l'ennemi, mettant hors de combat les canons et l'équipage ainsi qu'ouvrant des trous près de la ligne de flottaison. Un effet secondaire d'un bon système de contrôle de tir est de vous permettre de choisir combien de canons tirer en même temps et dans quel ordre. Cela pourrait vous permettre de faire à l'âge de la voile un bordée roulante, une bordée complète, ou une bordée partielle, ou n'importe quel nombre de permutations de celle-ci. Cela vous permet à son tour de contrôler le nombre de variables à la fois pour ajuster votre propre visée et pour dicter quel type d'effet votre tir aura sur un ennemi. Maintenant, à la belle époque de l'âge de la voile, toute cette détection de portée et ce contrôle du feu étaient effectués à l'aide du bon vieux cerveau et des yeux humains.
Vers la fin de cette période, certains individus entreprenants ont même installé des viseurs en fer rudimentaires sur leurs armes. Cela était principalement dû à la portée relativement courte de ces canons. Par une bonne journée, vous pourriez obtenir une portée d'environ 3 miles si vous vouliez prétendre être une version d'un mortier à angle légèrement inférieur, mais en général, des portées de canon d'un mille ou moins étaient courantes, et la vision binoculaire des humains combinée à un cerveau relativement bon en balistique simple suffisait pour déterminer à quelle distance ils se trouvaient et combien vous deviez leur tirer dessus. De plus, vous aviez généralement pas mal de canons, donc si vous n'étiez vraiment pas sûr, quelques tirs de réglage pour calibrer le vieux cerveau n'étaient pas vraiment un problème, et donc les distances d'engagement se situaient généralement à quelques centaines de yards. Les problèmes ont commencé avec l'invention des navires blindés, car un navire blindé avait besoin d'un canon plus puissant pour percer l'armure. Un canon plus puissant pouvait également envoyer un projectile plus loin, et l'un des meilleurs moyens de contrer le projectile plus puissant, en dehors de simplement ajouter d'énormes quantités d'armure plus épaisse, était de simplement s'éloigner davantage, où la vitesse décroissante du projectile diminuerait la quantité d'armure qu'il pourrait pénétrer, et ainsi vous n'aviez pas à augmenter l'armure autant pour rester intact. Le problème avec cela, c'est qu'il a rencontré le problème de la parallaxe. Malheureusement, à ce stade du moins, la parallaxe n'était pas un super vilain de DC, mais plutôt une limitation du corps humain. La raison pour laquelle nous sommes assez doués pour déterminer la distance des choses en général est due à notre vision binoculaire que nous avons mentionnée plus tôt. Chaque œil voit une image légèrement différente mais globalement similaire en raison du fait que les deux yeux sont tournés vers l'avant mais sont séparés de quelques centimètres. Cela signifie qu'un objet à une certaine distance semblera être à un endroit par rapport à son environnement pour un œil et à un endroit légèrement différent pour l'autre œil. C'est la parallaxe. La différence d'angle entre les deux points de vue provoque un décalage dans l'emplacement apparent. Plus la différence d'angle est grande, plus le décalage est important. Les objets qui sont plus proches présentent de grandes différences d'angle. Les objets qui sont plus éloignés le sont moins, et notre cerveau est capable de traiter ces informations en fonction de la quantité de tension musculaire nécessaire pour focaliser les yeux sur un objet particulier, résoudre les différences et ainsi estimer une distance donnée. Cela fonctionne très bien à quelques mètres, quelques dizaines ou même quelques centaines d'aiguilles. Mais une fois que vous commencez à parler de l'ordre de milliers de mètres ou plus, pour être honnête, tout ce qui dépasse 5 ou 600 mètres dans la plupart des cas, la distance relativement petite entre nos yeux conduit à de très petites variations d'angle apparent, et au-delà d'un certain point, le cerveau ne peut vraiment pas traiter les petites différences résultantes avec une réelle précision ou signification. C'est pourquoi, par exemple, la Lune, les planètes, les étoiles, les satellites et la station spatiale semblent tous être à peu près à la même distance au-dessus de nous dans cette sorte de dôme et à une distance légèrement plus proche. Pourquoi regarder un couple d'avions de ligne haut dans le ciel pourrait donner l'impression qu'ils vont se percuter? Seulement pour que l'un d'eux semble glisser sur l'autre alors qu'il s'avère qu'ils sont en réalité à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de pieds de distance en hauteur. Appliquée au navire, la capacité de l'esprit humain à juger la portée sans assistance a commencé à diminuer beaucoup plus tôt que la portée ultime des canons eux-mêmes. C'est pourquoi, dans les années 1870, même avec des angles d'élévation relativement faibles, les canons pouvaient atteindre entre 6 et 9 milliards. Ils atteignaient assez confortablement 10 milliards dans les années 1894 à 15 milliards et dans certains cas plus dans les années 1890, mais à la fin des années 1890, dans la guerre hispano-américaine, les batailles étaient encore menées pour la plupart entre 1000 et 3000 yards, et même ici, eh bien, pour être parfaitement honnête, la précision était plus une question de chance que de jugement. L'extrémité inférieure de cette gamme étant en réalité tout à fait dans les capacités d'un navire de ligne de la fin du XVIIe siècle, bien que, comme nous l'avons dit, l'âge de la voile préférait se battre un peu plus près lorsque cela était possible. Il y a des exemples de ce conflit particulier qui se trouvent tombés juste au bon moment, qui montrent deux navires avec par ailleurs des équipages d'artillerie relativement décents qui se déchaînent l'un contre l'autre à peine plus de milliards. Et marquant un minimum, voire pas de coup du tout.
d'où la nécessité d'une autre manière d'estimer la portée était nécessaire. Tirer simplement des salves en se basant largement sur des suppositions, puis essayer de corriger en fonction des éclaboussures n'était pas non plus très utile, car les éclaboussures des salves seraient soumises exactement au même problème pour estimer leur portée que ceux rencontrés pour estimer la portée jusqu'au navire cible lui-même, bien que vous puissiez au moins dire si vous aviez dépassé ou manqué la cible, bien que de combien était très difficile à juger, et pour être honnête avec les lentes cadences de tir des gros canons de l'époque, un ennemi qui retenait son feu pendant que vous gaspilliez une salve ou deux sur des tirs spéculatifs à longue portée pourrait probablement se rapprocher pendant que vous étiez en train de recharger et ensuite lâcher une salve beaucoup plus précise sur vous entre-temps à bout portant. Malheureusement, les yeux humains ne fonctionnent pas vraiment bien lorsqu'ils sont sortis de leurs orbites, et l'hybridation génétique avec un requin marteau est mal vue. Donc il n'était tout simplement pas possible d'éloigner davantage les yeux d'un humain. Au lieu de cela, il a fallu concevoir une aide mécanique, le télémètre. Il y avait deux principales méthodes pour y parvenir à la fin du XIXe siècle, optiquement et par dépression. La dernière option n'était vraiment utile que dans les défenses côtières terrestres, et elle n'avait rien à voir avec l'utilisation d'officiers ayant une perspective particulièrement sombre sur la vie, mais plutôt avec la trigonométrie, du moins après quelques expériences initiales qui se sont avérées quelque peu difficiles et peu fiables pour obtenir leurs résultats. Vous installeriez une lunette avec une plage focale définie à une hauteur fixe au-dessus du niveau de la mer. Vous regarderiez ensuite la cible, ajusteriez la vue pour la voir clairement, et liriez la longueur focale de la lunette et l'angle vertical que vous aviez utilisé. Cela vous donnait l'hypoténuse d'un triangle rectangle, ainsi que deux des angles, l'angle de la dépression de votre lunette et un triangle rectangle, qui était l'intersection de l'endroit où vous étiez avec la mer. Comme vous connaissiez déjà la petite longueur du triangle, qui était la hauteur à laquelle la lunette était montée au-dessus de la mer, vous pouviez alors utiliser un ensemble de tables précalculées fixes pour calculer la longueur la plus longue, qui était donc la portée. Vous ajusteriez ensuite pour la courbure de la Terre, l'état de la marée, puis vous tireriez avec votre canon. Idéalement, l'obus atterrirait sur ou près de la cible et vous pourriez commencer les corrections. Mais cela ne fonctionnait que lorsque la hauteur entre l'observateur et la mer était connue assez précisément. Lorsque vous étiez réellement en mer, sur un navire qui roulait, tanguait, et qui à tout moment aurait un franc-bord et un tirant d'eau variable, cette information n'était pas possible à acquérir en temps réel, rendant la méthode inutile. La méthode optique offrait beaucoup plus de promesses pour les navires en mer. Cela exploitait le même truc que notre cerveau utilise pour les calculs à courte portée, mais en raison d'être il était beaucoup plus simple de déplacer les deux yeux, ou points de référence, plus loin l'un de l'autre. Cette augmentation de la longueur de base entre les observations a également naturellement augmenté les angles apparents entre les deux observations, et ainsi un objet plus éloigné pouvait être observé et avoir la portée calculée avec précision parce que la différence dans les angles de vue était encore suffisamment significative pour calculer un bon résultat. De toute évidence, plus les lentilles et les prismes sont écartés, et plus la portée pouvait être calculée et plus les lectures seraient précises à des portées qui étaient plus proches. Par exemple, bien plus tard lors de la bataille du Jutland, on a noté que les navires équipés de télémètres à base plus large montraient systématiquement une précision de tir supérieure à celle des navires équipés de télémètres plus courts, malgré le fait que les portées en question étaient théoriquement à la portée de l'un ou l'autre système. La limitation technique était la précision de fabrication, car même la plus petite erreur dans les prismes, les lentilles, le tube, les différents engrenages, etc. serait considérablement amplifiée si elle devait être propagée sur une longueur considérable, comme par exemple un télémètre de 20 ou 30 pieds de large. Un humain était cependant toujours nécessaire pour faire fonctionner ces systèmes, et il existait deux principales méthodes pour faire fonctionner cette technologie, les méthodes de coïncidence et stéréoscopiques. La méthode de coïncidence fonctionne en ayant un prisme optique très fin à chaque extrémité du télémètre, monté par défaut pour regarder absolument droit devant.
Lorsque vous pointez le télémètre sur la cible, en raison de la distance entre les deux prismes, les deux images qu'il projette sont évidemment à des endroits légèrement différents. En effet, ce que vous voyez réellement devant vous, votre cerveau compense dans votre vision normale. Dans le télémètre à coïncidence, ces deux images sont présentées soit superposées l'une sur l'autre, soit, dans la plupart des exemples navals, la moitié supérieure d'une image est placée au-dessus de la moitié inférieure de l'autre, ce qui fait que les deux moitiés semblent décalées, car cette différence est à la fois plus facile pour l'œil humain à s'adapter, et aussi plus facile pour le cerveau à reconnaître de légères différences par rapport à deux images complètement superposées. L'autre méthode, conçue un peu plus tard, projetait en fait la même moitié supérieure de l'image à partir des deux prismes, avec l'une inversée en bas, car on pensait que peut-être cet élément commun aiderait encore plus à l'alignement. Maintenant, l'opérateur devait tourner un cadran de compensateur qui ajustait l'angle d'une lentille contenue dans l'un des bras. Cela changeait l'angle de l'image projetée et la déplaçait ainsi à travers l'oculaire. L'opérateur continuerait à ajuster ce cadran jusqu'à ce que les deux moitiés de l'image soient alignées. Cela recrée la même situation qu'un télémètre de dépression, sauf qu'il est retourné de 90 degrés sur le côté. Maintenant, la longueur de base connue du télémètre est le petit côté d'un triangle à 90 degrés, et les deux angles à ce point sont également connus. L'un est évidemment de 90 degrés, l'autre est l'angle que vous indique le cadran sur la lentille de compensation que vous venez d'ajuster. L'utilisation de la lentille de compensation a également l'avantage de ne pas avoir à ajuster réellement les angles des prismes délicats et des lentilles à chaque extrémité du télémètre. Vous tournez simplement une lentille engrenée relativement petite et assez pratiquement corrigée à l'intérieur du système lui-même. Maintenant, en utilisant les formules du sinus et du cosinus, vous pouvez calculer la longueur de l'hypoténuse et du grand côté de votre triangle à 90 degrés, ce dernier étant la portée jusqu'à la cible. Parce que cette relation est un ensemble connu de valeurs mathématiques, un simple cadran à engrenage pourrait être connecté au cadran de compensation qui pourrait immédiatement vous dire quelle était la portée pour laquelle vous aviez ajusté sans avoir à consulter un tableau dans un livre. C'est pourquoi, bien que le système lui-même n'ait besoin que d'une seule lentille de visualisation, certains des télémètres navals les plus courants, comme le 7 bar et Stroud, qui a fourni une bonne partie des besoins de la Royal Navy au début du XXe siècle, comprenaient une deuxième lentille de visualisation qui contient ce cadran de portée, afin que l'opérateur puisse voir et lire la portée pendant qu'il ajuste la vue dans le viseur. Le système s'est avéré être relativement simple et robuste, et les utilisateurs de bons appareils photo à film de 35 mm seront également familiers avec le fonctionnement exact de ce système. Il avait ses faiblesses. Il dépendait de la capacité humaine à se référer à des points de référence communs, et pouvait donc être perturbé en rendant le contour du navire très irrégulier. D'où les étranges triangles qui sont brièvement apparus sur tous les navires britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, la précision était basée sur la main stable de l'opérateur, et une distance suffisante entre les lentilles, de sorte qu'un seul angle de compensation spécifique donnerait une image alignée plutôt qu'une gamme d'angles similaires. Si le tube dans lequel tout était se dilatait ou se contractait beaucoup avec la chaleur ou le froid, cela fausserait également les lectures, car cela changerait la distance de base, et bien sûr, les vibrations pourraient dérégler les alignements de prismes, ou rendre impossible de distinguer une image claire. C'était aussi, pour des raisons plutôt évidentes, pas brillant contre des cibles en mouvement rapide qui sautent beaucoup ou sont particulièrement difficiles à suivre, comme les avions. La méthode alternative était le télémètre stéréoscopique. Cela exploitait considérablement plus l'œil et le cerveau humain dans leurs fonctions innées que le télémètre à coïncidence. En agissant efficacement, comme un moyen d'élargir directement l'espace entre les yeux de l'observateur. Pour aider à cela, des marquages identiques ont été placés sur chaque lentille à chaque extrémité du télémètre. Ils serviraient de pointe de référence. L'observateur regarderait alors à travers deux oculaires, un connecté à chaque lentille et prisme, et il verrait deux images légèrement différentes de la cible. Le cerveau ajusterait automatiquement ces images pour former une seule image claire de la cible, comme le cerveau a l'habitude de le faire, en supposant bien sûr que l'opérateur avait une vision parfaite.
Désormais, les marques interviendraient. En raison de l'habitude du cerveau de faire correspondre des images identiques, alignées pour former une image 3D, le cerveau essaierait également d'aligner ces marques en une seule image, et le télémètre exploite maintenant une astuce que vous pouvez essayer vous-même. Si vous avez deux points côte à côte sur un morceau de papier qui est séparé de sorte qu'un œil ne peut pas voir l'autre point, comme un morceau de carton ou quelque chose, puis rapprochez le papier suffisamment de votre visage et essayez de vous détendre et de regarder au loin, votre cerveau pensera qu'il voit en fait un seul objet sous différents angles et projettera alors un seul point à une certaine distance sur lequel vous pouvez vous concentrer. Cela peut prendre quelques minutes pour fonctionner. Maintenant, si vous faites cela avec une autre paire de points légèrement plus éloignés sur le même morceau de papier, les deux points projetés uniques, lorsque vous vous concentrez sur eux, sembleront être à des distances différentes. Encore une fois, parce que vous trompez le cerveau, maintenant bien sûr, en réalité, les deux ensembles de points sont sur le même morceau de papier, à la même distance, alors que sur le télémètre, la cible est à une distance qui est celle que vous voulez trouver, et les marques sur les lentilles sont fixes. Mais en raison de cet effet d'illusion, le cerveau fusionnera les marques et les projettera à une distance donnée, évidemment fausse. Cette distance peut être déterminée avant la bataille via la calibration du système. Maintenant, si ces deux distances apparentes sont différentes, le cerveau peut se concentrer sur l'une ou l'autre, mais pas les deux. Et celle qui n'est pas mise au point semblera être floue ou doublée, et donc l'opérateur peut ajuster un cadran de compensation similaire au télémètre à coïncidence jusqu'à ce qu'il soit possible de se concentrer sur les deux marques, qui sont généralement en forme de diamant, et la cible en même temps. Maintenant, la portée apparente des marques correspond à la portée réelle de la cible, et en utilisant les chiffres précalibrés intégrés dans le cadran du compensateur, la portée peut être déterminée par la quantité d'angles que l'objectif a dû être ajusté pour obtenir les marques pour se concentrer à la portée apparente comme la cible ASAT. Ce système n'était pas vulnérable à la rupture de la silhouette du navire avec des dispositifs dentelés. En effet, le faire avec ce système donne en réalité plus de points de référence pour le cerveau pour calculer, rendant en fait plus facile de se concentrer sur la cible sous certains aspects. Et il peut également être plus facilement utilisé contre des cibles en mouvement rapide comme les avions, car vous pouvez simplement zoomer puis suivre facilement, puisqu'il n'y a pas d'alignement manuel des images requis. Vous tournez simplement la molette pour vous assurer que tout reste net. Il y avait cependant des inconvénients. L'opérateur devait avoir une excellente vision pour commencer, et bien sûr il devait constamment passer d'images floues à des images nettes, un peu comme si quelqu'un vous mettait constamment différentes prescriptions de lunettes sur le visage toutes les quelques secondes pendant que vous essayez désespérément de vous concentrer sur un objet fixe. Compréhensiblement, cela conduirait assez rapidement à une énorme fatigue oculaire et à une migraine absolument insupportable tôt ou tard, bien que certaines personnes soient mieux adaptées à ce rôle particulier que d'autres. Comme le système de coïncidence, plus le télémètre est large, meilleurs sont les résultats, bien qu'une base plus large sur votre télémètre signifie un champ de mise au point spécifique plus étroit, ce qui signifie alors une plus grande contrainte pour l'opérateur. Même un opérateur formé aurait généralement besoin d'une pause après environ 15 à 20 minutes d'utilisation constante, en supposant qu'il était en assez bonne forme au départ. Le système stéréoscopique, s'appuyant sur le cerveau et les doigts rapides de l'opérateur, était légèrement plus rapide qu'un télémètre de coïncidence dès le départ. Cependant, sa précision se détériorait bien plus vite avec la fatigue de l'opérateur. Il était aussi plus vulnérable aux distractions qui attireraient automatiquement l'attention de l'opérateur. Et bien sûr, il avait besoin de quelqu'un avec une concentration visuelle presque parfaite, alors que le télémètre de coïncidence pouvait être utilisé même par quelqu'un avec des lunettes de prescription assez fortes, et une fois la portée établie, le calcul des corrections par cadran était un processus simple et régulier tant que vous visiez quelque chose comme un navire. Donc, peu importe le télémètre choisi, vous pouviez désormais travailler avec lui, pour déterminer la distance de votre ennemi. Mais ce n'était ni la fin ni le début de la fin, bien que cela puisse être la fin du début de vos efforts pour toucher l'ennemi. Il était relativement simple de monter un télémètre sur un socle rotatif qui lisait les angles d'un cercle, et cela pouvait être utilisé pour donner un cap par rapport à la cible par rapport au navire.
Bien qu'un appareil séparé puisse également être utilisé pour cela, il était conseillé de monter cet appareil avec, et idéalement au-dessus, le télémètre si vous alliez utiliser une unité séparée, comme si la différence d'angle sur un appareil qui pourrait seulement être de 6 pieds de large, et un plus grand, évidemment, pourrait être beaucoup plus large, pourrait vous donner une portée précise, alors placez une unité d'observation de cap quelque part ailleurs, le long d'un navire qui était de plusieurs centaines de pieds de long, donnerait un cap qui était quelque peu différent de celui utilisé dans les observations par le télémètre qui donnerait ainsi un tir inexact, à moins que vous ne compensiez pour cela, ce qui ajoutait une couche supplémentaire et franchement inutile de complications à tout cela. Vous deviez également fournir un second ensemble d'angles si vous preniez les données d'un télémètre séparé des canons. Ceci était parfois connu sous le nom d'angle bêta, et c'était un léger ajustement qui devait être fait sur une base par tourelle pour tenir compte de la portée et du cap étant pour le télémètre lui-même, alors que le canon était, comme mentionné précédemment, peut-être à quelques centaines de pieds de distance, et aurait donc besoin d'un cap et d'une portée légèrement différents, qui heureusement pouvaient être déterminés manuellement ou mécaniquement à partir d'un ensemble fixe de tables, car la position relative de la tourelle et du télémètre ne changeait généralement pas à nouveau, à moins que quelque chose ait terriblement mal tourné, et à ce moment-là, les données de portée et de cap étaient probablement le moindre de vos soucis. Vous pourriez bien sûr obvier à cette différence en montant le télémètre directement sur la tourelle, et en effet de nombreux cuirassés portaient ces dispositifs. Cependant, les tourelles étaient considérablement plus basses que quelque part, comme disons le haut de la tour de passerelle ou le haut du mât principal, et monter un télémètre dans cette position était généralement mieux, parce que bien vous pouviez voir plus loin d'un point de vue plus élevé, et aussi il avait tendance à être plus proche vers le centre de rotation du navire. Ainsi, ces positions de contrôle de tir séparées et plus élevées auraient tendance à être les principaux télémètres d'un navire, du moins jusqu'à ce qu'il ou le principal moyen de communication entre eux et les tourelles soit désactivé. Maintenant, bien sûr, vous pourriez être inquiet que, un grand système vulnérable fait d'optique délicate pourrait être mis hors service en bataille, et donc vous fourniriez des télémètres supplémentaires. Cela pourrait prendre la forme de positions de contrôle de tir principal supplémentaires ou peut-être de positions de contrôle de tir secondaire qui pourraient avoir une taille similaire ou peut-être un télémètre légèrement plus petit réparti dans tout le navire. Et comme nous l'avons mentionné, beaucoup de tourelles de batterie principale et dans certains cas, les tourelles de batterie secondaire auraient également leur propre système de télémétrie. La taille de ces systèmes était en partie une fonction du poids, car une fois qu'ils atteignaient des tailles assez importantes, ils pouvaient peser assez lourd et, comme nous l'avons couvert dans de nombreuses autres vidéos, avoir de grands poids en haut du navire fait des choses mauvaises pour votre stabilité, mais aussi les distances auxquelles vous alliez réellement opérer dicteraient dans une certaine mesure la taille du télémètre que vous alliez utiliser au moins une fois que le premier lot de télémètres avait été émis et qu'il commençait à s'agrandir pour des raisons évidentes. Si vous allez utiliser un télémètre pour votre batterie principale, il va devoir être assez grand car vous allez tirer, espérons-le, à une distance assez longue, votre batterie secondaire qui, à moins que vous ne soyez la base centrale et dépassée par votre batterie principale, n'aurait évidemment besoin de tirer qu'à une distance beaucoup plus proche. Et ainsi vous n'aviez pas besoin de la dépense ou du poids d'un télémètre extrêmement grand, vous pourriez vous contenter d'un plus petit, et vos batteries anti-aériennes tireraient encore plus près, et donc elles pourraient se contenter d'un télémètre encore plus petit. De plus, un télémètre plus petit est plus léger. Donc, vous pouvez en avoir plus, peut-être même un par installation anti-aérienne principale, ou plusieurs directeurs de contrôle de tir anti-aérien, et étant plus petits et plus légers, vous pourriez aussi les déplacer beaucoup plus vite, ce qui était assez important lors du suivi d'une cible rapide, comme un avion. Il y avait, et il y a de nombreuses façons de faire cela, la Royal Navy utilisant évidemment des télémètres, à coïncidence, les Allemands de la Kriegsmarine utilisant des télémètres stéréoscopiques pendant la Seconde Guerre mondiale, et diverses autres marines utilisant l'un, l'autre, ou dans le cas des Italiens, les deux. En plus d'un certain nombre de télémètres de tourelles, la distribution des télémètres de la batterie principale peut être analysée en regardant certains navires relativement bien connus. Par exemple, sur la classe Bismarck, il y avait deux positions de contrôle de tir secondaire avec des télémètres, une à l'avant et une à l'arrière, et il y avait la position de contrôle de tir principale également avec un télémètre qui était au sommet du mât principal,
donc vous aviez en fait 3, bien que les unités avant et arrière, en raison de leur position, n'avaient pas une ligne de vue complète de 360 degrés, et ne pouvaient donc être utilisées que pour les tourelles avant et arrière respectivement. Mais, comme nous l'avons mentionné, les Italiens ont décidé qu'ils voulaient utiliser à la fois des télémètres à coïncidence et stéréoscopiques, et donc les Litorios sont un merveilleux exemple du nombre de télémètres que vous pourriez trouver sur un navire de guerre de l'époque des années 30. La classe Littorio, en général, portait un total de 24 télémètres, bien que le Littorio, étant spécial, en portait 26 dans diverses positions différentes et évidemment de différentes tailles. Il y avait 6 télémètres de 12 mètres de large situés dans 3 installations jumelées, également connues sous le nom d'installations duplex, et chacune de ces installations contenait un télémètre à coïncidence de base de 12 mètres et un télémètre stéréo de base de 12 mètres. Chacune de ces installations était présente à l'arrière de l'une des tourelles principales, et évidemment, il y avait 3 tourelles. Vous aviez également, dans ce qui est parfois appelé la position de contrôle de tir du gâteau de mariage, au sommet du mât principal de la Latturia, une autre installation duplex, celle-ci avec une base de 7,2 mètres, qui a été installée sur ce qui est essentiellement le centre des 3 niveaux. Il y avait aussi un télémètre stéréoscopique individuel de 7,2 mètres qui était positionné sur le niveau inférieur des 3 niveaux, et celui-ci était apparemment utilisé pour mesurer la distance à des objets plus généraux que l'amiral, où le capitaine voulait avoir une mesure de distance par opposition à l'artillerie principale directe à laquelle tous les autres que nous venons de mentionner étaient dédiés d'une manière ou d'une autre. Donc, avec 8 télémètres distincts, tous dédiés d'une manière ou d'une autre vers... Dans le calcul de la portée pour les batteries de canons principaux, il est peut-être un peu plus compréhensible maintenant de savoir comment les Latorios ont réussi à obtenir des écartements et des portées très précis, presque constamment, pendant leur temps dans la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est juste dommage que la qualité des obus signifiait que la dispersion n'était pas tout à fait capable d'exploiter la portée rapide et précise dont ils étaient capables. Chacune des tourelles secondaires triples sur les Latturas, dont il y en avait 4, avait son propre télémètre stéréoscopique de base de 6,3 mètres, et il y avait 2 autres systèmes duplex de base de 5 mètres. Donc c'est encore une coïncidence, et un système stéréoscopique qui était monté sur 2 positions de contrôle de tir qui étaient conçues pour contrôler la batterie secondaire dans son ensemble. Il y avait 2 autres télémètres stéréoscopiques de base de 3 mètres dans des positions de contrôle de tir pour les canons anti-aériens de 90 mm, un télémètre stéréoscopique de réserve aléatoire de 3 mètres près de la base du mât principal et 4 télémètres stéréoscopiques de base de 2 mètres qui étaient incorporés dans des directeurs traversables pour les armes anti-aériennes plus légères. Littorio, comme nous l'avons mentionné, avait 2 supplémentaires qui étaient des télémètres stéréoscopiques de base de 2 mètres qui étaient collés à l'une des stations de 3 mètres dans la partie avant du navire. Donc oui, c'était beaucoup d'optique. Donc après tout cela, vous avez maintenant la portée pour tirer et le cap pour entraîner vos canons aussi. Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez, il y a 2 autres grands facteurs qui entrent en jeu. 1. Le fait que tout bouge et l'atmosphère. De 1900 à 1950, cette dernière partie ne pouvait pas être mesurée de manière significative, car même si la température de l'air local, la pression, l'humidité, la direction du vent, etc., pouvaient être lues avec une relative fiabilité vers la fin de la période. Le fait simple était qu'à n'importe quelle distance significative, ces conditions pourraient être totalement différentes à la fois à la cible et à divers points intermédiaires. L'obus montrait également haut dans l'air sur une trajectoire balistique avant de descendre et les conditions à différentes altitudes affecteraient également quelque peu la trajectoire. Il fallait également tenir compte de la courbure de la Terre, et tout cela signifiait que même pour 2 cibles complètement statiques, entre ces facteurs et diverses légères inexactitudes dans l'étalonnage et la fabrication des systèmes de contrôle de tir, les chances d'un premier coup direct étaient pratiquement nulles, et donc des corrections seraient nécessaires après la première salve, bien que l'impact de ces conditions atmosphériques sur chaque obus puisse varier considérablement.
selon le profil du canon et de l'obus en termes de vitesse, de masse et d'angle. Un obus de 15 pouces à haute vitesse arrivant sous un angle peu profond, par exemple, serait beaucoup moins affecté qu'un obus à faible vitesse et évidemment plus léger. Obus de 11 pouces, qui traversait un arc beaucoup plus haut, donc pendant au moins la période classique des cuirassés, on ne pouvait compenser que partiellement, pour l'atmosphère, la partie mobile, qui pouvait être compensée à un degré beaucoup plus grand. Cela nécessiterait cependant les services d'un système de contrôle de tir qui comprend un directeur central de tir et un ordinateur de contrôle de tir. La raison du directeur central de tir était simple. Avec votre première salve pratiquement garantie de manquer, vous aviez besoin de suffisamment de tir pour avoir une idée approximative de l'endroit où votre point de visée avait réellement été par rapport à l'emplacement réel de la cible. Un seul obus ne suffisait pas. Des variations dans le canon, l'obus, la charge ou d'autres facteurs, y compris l'atmosphère, pourraient le faire dévier du point de visée, sans aucun moyen de le savoir. 2 obus étaient presque aussi mauvais que si l'un d'eux était sur la cible pour votre point de visée réel, ce qui bien sûr n'était pas garanti car les deux pouvaient être complètement décalés et vous n'auriez aucun moyen de savoir lequel était sur la cible même s'il y en avait un. 3 étaient mieux car les chances que 2 des 3 tirs soient dramatiquement décalés étaient faibles, mais c'était toujours possible. 4 était considéré comme idéal pour la période en question pour la plupart, car une seule valeur aberrante serait évidente contre les 3 qui étaient sur cible, et même si 2 d'entre eux étaient à côté, ils seraient probablement à côté par des montants différents, et donc cela permettrait au moins aux 2 autres qui étaient sur cible d'être mesurés contre dans le pire des cas. Si vos 4 tirs allaient complètement partout sur les premiers Dreadnoughts, qui avaient 8 à 10 canons en rafale, cela laissait encore une autre demi-salve disponible pour essayer à nouveau ou quelques essais de plus si vous aviez un navire avec une bordée de 12 canons. Alternativement, dans ces navires à grand nombre de canons, vous pourriez tirer une demi-salve avec plus de canons, dans ce cas particulier 6, pour donner plus de points de données et donc moins de chances que des valeurs aberrantes faussent les données. Le directeur vous permettait également, en théorie, de viser tous les canons que vous vouliez au même point et de les tirer en même temps. Que ce soit entièrement à distance ou en fournissant un ensemble commun de données à tous les canons pour qu'ils suivent manuellement ou une combinaison hybride entre les deux. C'était important pour s'assurer que le même ensemble de circonstances affectait tous les différents obus dans la salve particulière ou demi-salve, car bien que le tir en rafale des canons soit très impressionnant, bien sûr, l'emplacement exact, la vitesse, la position et les conditions atmosphériques entourant le navire varieraient d'une seconde à l'autre, et donc le tir en rafale, comme je le dis, semble spectaculaire, mais pas extrêmement utile pour déterminer si vous allez toucher la cible ou non. L'ordinateur de contrôle de tir, quant à lui, était le centre qui liait toutes les informations recueillies et transmettait un ensemble final de portée, d'élévation et de relèvement au canon. Ce n'était pas un ordinateur au sens moderne du terme. Ces appareils étaient initialement purement mécaniques et plus tard électromécaniques plutôt qu'électroniques, c'est-à-dire que tous les calculs étaient effectués par des systèmes d'engrenages, de leviers, d'arbres et toutes sortes d'horlogeries intéressantes, et la partie électrique était généralement là juste pour fournir la force motrice. La raison pour laquelle vous aviez besoin de ces appareils était que, bien qu'un seul calcul individuel pour les différents facteurs dont vous deviez tenir compte puisse être relativement rapide et facile à résoudre, le faire pour chaque calcul qui devait être effectué prendrait à une salle entière de personnes suffisamment de temps pour que le résultat soit inutile au moment où il l'aurait terminé et qu'il devrait recommencer. Surtout que de nombreux calculs nécessitaient soit l'entrée des autres pour être résolus, soit étaient mutuellement dépendants les uns des autres pour donner un résultat final. Un ordinateur de contrôle de tir, quant à lui, pouvait faire tout cela pour vous presque instantanément, et les meilleurs pouvaient, à des degrés divers, également se mettre à jour sur la base des valeurs initiales entrées, ce qui permettait de gagner du temps lorsqu'il s'agissait de calculer les informations de contrôle de tir pour la prochaine salve. Alors, quels facteurs ces mécanismes devaient-ils prendre en compte et pourquoi ? Eh bien, passons brièvement en revue une liste non exhaustive.
Certains de ces facteurs auraient leur propre instrumentation, comme des inclinomètres pour recueillir les données pertinentes à intégrer, et notez également que certains des premiers systèmes n'étaient pas capables de tenir compte de certains de ces facteurs, du moins pas avec précision, en partie à cause des limitations de l'appareil lui-même et en partie à cause des limitations de l'instrumentation qui continuerait à progresser tout au long de la première moitié du XXe siècle. Premièrement, il y avait votre vitesse. Cela devait être pris en compte car tout sur le navire, y compris les obus, avancerait à la vitesse du navire et ainsi un obus tiré sur une cible atterrirait, s'il était visé théoriquement juste, légèrement en avant du point visé car il aurait un peu de momentum horizontal. Cela devrait être comparé à la vitesse de l'ennemi pour produire une différence de vitesse globale qui donnerait alors une correction finale au canon qui les porterait légèrement en avant ou légèrement en arrière du point de visée initial établi par les télémètres en fonction des vitesses relatives des deux navires. Deuxièmement, votre cap relatif. Cela ne dépendait pas strictement de votre alignement vers le nord, bien que cela entre en jeu dans un autre facteur dont nous parlerons plus tard, mais cela concernait principalement l'effet de votre cap relatif, encore une fois, par rapport aux canons eux-mêmes, comme si vos canons étaient pointés à 90 degrés d'un côté ou de l'autre, et que vous alliez en ligne droite. C'est en effet la même chose que de calculer pour le facteur 1 votre vitesse, mais si vous naviguez loin de la cible, vous impartiriez une légère vitesse négative aux obus, qui tomberaient alors légèrement à court, sans correction. L'opposé était vrai si vous vous rapprochiez de la cible, et ces changements relatifs de vitesse dépendaient de l'entrée sur l'un des facteurs de vitesse, car les facteurs de vitesse angulaire et avant relatifs dépendaient de la vitesse globale de votre navire. Et encore une fois, le cap de l'ennemi par rapport à vous serait également un facteur. La trigonométrie du triangle rectangle n'est-elle pas amusante? Troisièmement, votre taux de virage était évidemment important, car le virage signifiait que votre cap et peut-être votre vitesse changeraient constamment, tout en ajoutant de l'inertie à vos obus, car ils et le reste du navire essaieraient généralement de continuer dans la direction qu'ils avaient précédemment si vous étiez en train de tourner. Les tourelles devraient également tourner à un certain rythme par rapport à votre vitesse de virage afin de maintenir les canons pointés sur les points que vous visiez, et tout cela induirait également divers changements au point de visée. Quatrièmement, le roulis. Le navire serait normalement en roulis à un certain degré, et bien sûr, un canon visant à un certain angle verrait cet angle absolu changer avec le roulis. Il y avait quelques façons de gérer cela. Plus tard, vous pourriez avoir un système motorisé qui utilisait des gyroscopes et des moteurs pour maintenir les canons au même angle relatif à l'horizontale, ou vous pourriez maintenir les canons à un angle fixe et mesurer l'angle du navire pendant qu'il roulait, ce qui n'était plus le cas dans les premières parties du XXe siècle. Dans ce cas, vous configureriez l'angle de visée réel du canon pour tenir compte de votre objectif, et là encore, il y a plusieurs façons de faire cela. Vous pourriez calculer la vitesse globale vers le haut ou vers le bas, impartie pendant un roulement, et tirer les canons en plein roulement avec un angle de visée corrigé pour tenir compte de cela, ou vous pourriez attendre que le navire atteigne le sommet ou le nadir de son roulement lorsque les obus auraient en théorie une vitesse neutre causée par le roulement, en supposant bien sûr que vous pourriez réagir assez rapidement pour tirer à ce point particulier. Bien sûr, étant donné que c'est, disons, le sommet ou le nadir du roulement, vous devriez ajuster l'angle de manière proportionnelle. Ou vous pourriez simplement définir une quantité acceptable de vitesse induite par le roulement et régler les canons pour ne tirer que lorsque la vitesse due au roulement tombe en dessous de cela, indépendamment de l'endroit où cela se produisait réellement dans le roulement. Et bien sûr, ces différentes méthodes se situent sur une échelle glissante de précision par rapport à la possibilité de tirer plus d'une fois tous les 36 du mois. Le numéro 5 est le ton. Comme le roulis, cela impose des changements à la vitesse des obus. Alors que le navire montait et descendait, et plus encore que le roulis, il pouvait également imposer des changements de hauteur des canons, qui pouvaient bien sûr faire qu'un obus soit court ou long, ou à gauche ou à droite, si le cap du navire était significativement décalé par rapport à la cible.
C'était plutôt un dilemme du type 22, car compenser en haut ou en bas d'un tangage à le changement de vitesse relatif le plus neutre pour l'obus, mais le plus grand changement de hauteur, et compenser pour le milieu d'un tangage à le moindre changement de hauteur, mais le plus grand changement de vitesse à prendre en compte. Notez que dans ce cas, un calcul de meilleur ajustement peut être nécessaire, car évidemment, le tangage du navire va affecter différemment les différentes tourelles en même temps. En sixième position, nous avons la température, à la fois de l'arme et de l'air où vous pouvez mesurer ces dernières. Pour le canon, cela affecte la tendance du canon à s'affaisser, cela affecte également légèrement le taux de combustion de la charge, et donc la quantité d'énergie transmise à l'obus, la prise que le canon exerce sur l'obus, et d'autres facteurs, car évidemment le métal du canon va légèrement se dilater à mesure qu'il se réchauffe. Et pour la température de l'air, cela affecte à la fois la température de départ initiale du canon, car un canon qui a été assis assez joyeusement en cuisant dans le Pacifique équatorial va être significativement plus chaud au premier tir qu'un canon dont vous venez d'enlever une quantité de glace parce que vous naviguez au milieu d'un convoi arctique. Et il y a d'autres facteurs associés à la température de l'air, tels que la densité de l'air et les courants ascendants. Les extrêmes peuvent également affecter légèrement la taille globale du canon et de l'obus, donc encore une fois, si vous êtes en plein milieu d'un été pacifique sur l'équateur, votre obus et votre canon auront légèrement augmenté, ce qui entraînera un ajustement légèrement plus serré, alors que, oui, si vous êtes en service de convoi arctique, le canon et l'obus auront légèrement rétréci, ce qui signifie que l'ajustement est légèrement plus lâche. Et c'est un peu un dilemme, parce que bien que l'obus se déplace légèrement plus facilement dans le canon, cela ouvre en même temps la possibilité de très légères brèches dans le joint. Évidemment, il y a d'autres facteurs physiques à prendre en compte, comme la bande de conduite sur les obus, mais c'est un système complètement séparé dont nous ne parlerons pas ici, mais il suffit de dire que, bien que ces expansions et contractions puissent sembler minuscules à l'œil nu, quand vous tirez sur une cible qui est potentiellement à plus d'une douzaine de miles de distance, cela peut faire une bonne différence. Au numéro 7 se trouvent les niveaux d'humidité. L'air humide est évidemment légèrement plus dense que l'air sec, du moins en ce qui concerne l'obus, car il frappe un tas de molécules d'eau, et donc un obus qui est tiré dans une atmosphère très humide parcourra une distance fractionnellement plus courte qu'un obus identique tiré dans un air très sec. Encore une fois, ce changement peut être léger, mais en termes de distance, en supposant que vous tirez sur une cible de flanc, la profondeur de votre cible pourrait être de 1/500 à 1/1000 de la distance que votre obus couvre réellement. Même ces petits facteurs peuvent s'accumuler très rapidement pour dévier votre visée, car, soyons honnêtes, il suffit de manquer de quelques centimètres et vous avez raté. La canonnade navale donne rarement des médailles pour presque. Le 8e est la pression atmosphérique globale, et la pression atmosphérique offrira bien sûr plus ou moins de résistance en fonction de son niveau relatif, mais et encore, cela peut introduire de petites erreurs globales et tous ces facteurs, bien qu'ils puissent dépendre les uns des autres à un certain degré, ils peuvent également fonctionner sur des lignes complètement séparées. Donc vous pouvez avoir de l'air froid sec à basse pression, ou vous pouvez avoir de l'air chaud humide à haute pression ou toute variable à cet égard, vous devez également tenir compte du numéro 9, la vitesse et la direction du vent. C'est en fait assez important car cela peut affecter tous les aspects du vol d'un obus. Un vent de face réduira évidemment la portée d'un obus, un vent arrière l'augmentera, un vent latéral forcera l'obus à dévier de sa trajectoire, et un vent sur un point autre que ces 4 points à 90 degrés imposera des aspects de tous ces effets à un obus. Les facteurs environnementaux mentionnés précédemment peuvent varier à différents points et altitudes le long de la trajectoire d'un obus. Le vent peut être de 20 nœuds à l'est là où vous êtes, il peut être de 10 nœuds à l'ouest là où se trouve la cible, et il peut être
20 nœuds au nord à 1 mile dans l'atmosphère où votre obus va passer, et donc sans technologie plus récente, il était vraiment seulement possible d'ajuster pour des valeurs qui pouvaient réellement être mesurées depuis le navire lui-même par votre environnement local, et peut-être certains des plus visiblement évidents qui étaient ailleurs. Par exemple, si vous aviez un nuage bas filant, par exemple, où vos télémètres pouvaient voir que peut-être les drapeaux sur votre navire cible pointaient dans une direction légèrement différente et avec peut-être un peu moins ou plus d'énergie par rapport à la vôtre. Arrivant en 10e position, c'était la vitesse de l'ennemi. Maintenant, vous deviez anticiper votre tir comme si vous tiriez là où un ennemi en mouvement était au moment du tir, puis dans les 20 ou 40 secondes qu'il fallait pour que l'obus arrive à des distances de combat typiques, ils ne vont plus être là. Il était donc important de calculer leur vitesse et donc de déterminer où ils seraient presque 1 minute plus tard, en supposant qu'ils ne changent pas de cap. Cela a bien sûr aussi joué sur la vitesse relative entre les deux navires dont nous avons discuté dès le début de cette liste. Numéro 11, le cap et l'orientation de l'ennemi, et encore une fois cela informe le changement relatif de distance entre les navires et le changement absolu de position pour la cible. Une cible se rapprochant verrait évidemment un obus visant leur position précédente aller trop loin même si vous avez corrigé pour la vitesse et vice-versa, donc tout cela devait également être ajusté. Et comme la vitesse de l'ennemi, cela informerait également un changement relatif de position entre les navires, puisque cela peut annuler ou exacerber les différences selon les deux ensembles de données. Numéro 12, le taux de virage de l'ennemi. Cela informerait comment les deux points précédents changeraient d'un moment à l'autre, ainsi que prendre en compte la vitesse de la cible pour produire un point probable, une localisation pour la cible dans le futur. C'était essentiellement une extrapolation linéaire supplémentaire. Ces trois derniers facteurs interagiraient avec les mêmes facteurs qui étaient à bord de votre propre navire comme mentionné, ajoutant de la complexité. Et cela créerait une correction toujours variable de votre point de visée. Il convient de noter que prendre en compte ces trois facteurs pour votre propre navire et pour le navire ennemi, et donner un résultat sensé, était quelque chose que seuls les systèmes de contrôle de tir ultérieurs étaient capables de faire. Et numéro 13, la rotation de la Terre. Les obus parcourent une distance suffisamment longue lors des combats de canons navals et passent suffisamment de temps dans l'air pour nécessiter de tenir compte du fait que la Terre et tout ce qui y est plus directement lié, comme par exemple les océans et les navires, auront en fait légèrement bougé au moment où l'obus retombe. Vous devez utiliser la latitude du navire, car alors vous pouvez compenser pour la vitesse relative de la Terre à votre emplacement. Mais vous devez également tenir compte de votre cap par rapport au nord vrai. Je me souviens que nous en avons parlé dès le début, car le fait que la rotation de la Terre fasse dévier vos obus en longueur, en largeur ou de côté dépendait également de leur angle relatif par rapport à la direction de la rotation de la Terre. Donc toutes ces corrections seraient intégrées dans la mesure du possible, comme je l'ai dit, compte tenu des limitations des instruments disponibles et de l'ordinateur de contrôle de tir, dans un ensemble de données finalement corrigées qui seraient envoyées au canon. Une fois que les premiers obus ont été envoyés, les observations sur l'endroit où ils ont atterri par rapport à l'endroit où ils étaient censés atterrir seraient intégrées, ainsi que toutes les mises à jour de tous les facteurs ci-dessus qui auraient pu arriver depuis que les canons ont été tirés et une nouvelle position été calculée. La prochaine salve ou demi-salve serait envoyée et, espérons-le, vous déposeriez vos obus un peu plus près et ainsi de suite, jusqu'à ce que, espérons-le, vous touchiez quelque chose. Il existait des moyens d'accélérer le processus. Par exemple, si vous tiriez 2 demi-salves, une au-dessus et une légèrement en dessous de ce que vous pensiez que les données données indiquaient réellement, cela donnerait une idée plus rapide de l'endroit où se trouvaient les erreurs, car, comme je le dis, vous ne vous attendriez probablement pas à toucher réellement avec votre premier point de visée. Alternativement, vous pourriez opter pour ce qu'on appelait des tirs en échelle, dans lesquels vous feriez marcher un certain nombre de petites salves d'obus le long d'une série de portées, encore une fois, pour essayer d'en obtenir au moins une près de la cible, à quel point un tir plus rapide et, espérons-le, plus précis, pourrait être ouvert pour maximiser les coûts en minimisant le temps. Les premiers systèmes étaient lents, parfois à manivelle, et utilisaient un nombre limité des entrées mentionnées.
Par exemple, certains systèmes vous donneraient une prédiction, mais vous devriez tout ressaisir pour une nouvelle prédiction. Des unités plus modernes pourraient garder une piste modifiable à la volée. De même, de nombreuses premières unités ne fonctionnaient qu'avec un mouvement linéaire direct. Si votre navire ou le navire ennemi changeait de cap, vous devriez recommencer les calculs avec vos nouvelles données vectorielles. Au fil du temps, l'électricité a été introduite, plus de systèmes permettant des calculs plus avancés, ainsi que de nouveaux instruments fournissant de nouvelles données, et bien sûr, plus de puissance de traitement. Le radar, bien sûr, offrirait finalement des données de portée et de noyau extrêmement précises, à condition qu'il fonctionne et soit bien calibré, ainsi que des mises à jour constantes sur ce que l'ennemi faisait. L'histoire des mécanismes exacts de certains de ces systèmes, tels que la table Drea, le système de contrôle de tir Mark Pum, la table de contrôle de tir de l'Amirauté et autres, sera examinée plus en détail à un autre moment. Mais il suffit de dire que, au début de la Première Guerre mondiale, quelque chose d'aussi simple que l'ennemi qui se détourne signifierait que vous deviez réinitialiser tout le système et recommencer à zéro. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les systèmes les plus avancés vous permettraient théoriquement de faire un 8 avec votre cuirassé et de maintenir un verrouillage de contrôle de tir raisonnable tout le temps. De toute évidence, l'emplacement exact et le niveau de protection accordé à ces délicats instruments de contrôle de tir étaient quelque peu importants lorsqu'il s'agissait de la conception des navires. Vous aviez besoin d'un assez grand nombre d'équipages pour les faire fonctionner, et bien, malgré toute la bonne volonté du monde, ce sont des instruments assez délicats. Ils ne réagissent pas bien aux tirs d'obus lourds. Eh bien, les humains ne réagissent pas très bien non plus aux tirs d'obus lourds, donc double raison de les protéger. Mais bien sûr, plus ils étaient hauts dans le navire, plus cela ajoutait du poids, et mettre encore plus de protection augmenterait simplement le poids et diminuerait encore plus la stabilité. Et donc, les systèmes de contrôle de tir étaient relativement vulnérable, même si vous pouviez prendre l'ordinateur de contrôle de tir réel et le mettre quelque part relativement protégé, il dépendait des entrées de divers instruments délicats, et ceux-ci ne pouvaient pas être protégés à un degré relativement grand. Par exemple, avec vos télémètres, vous avez physiquement besoin de ces lentilles pour pouvoir voir. Vous pouvez mettre le reste dans une sorte de boîte blindée, comme cela serait fait avec les télémètres montés à l'arrière sur les tourelles. Mais en fin de compte, si un éclat brise cette lentille et ce prisme, la chose est hors d'action. Et vous ne pouvez pas vraiment la protéger contre ce genre de tir. Donc c'est pourquoi la redondance était très présente comme nous l'avons vu avec la classe Latorio, et cela s'étendait aux systèmes de direction de contrôle de tir et aux ordinateurs de contrôle de tir également. Donc nous avons déjà vu avec le Bismarck qu'ils avaient un système primaire et deux systèmes secondaires, et avec d'autres navires, comme disons Vanguard, il pourrait même y avoir des cas où le système principal de contrôle de tir était entièrement dupliqué. Donc vous pourriez détruire entièrement l'un d'eux, et l'autre prendrait le relais comme si rien ne s'était passé. Et bien sûr, à la fin de la journée, si tous ces systèmes étaient soit détruits, soit les méthodes de communication entre eux et les tourelles étaient coupées. Les tourelles avaient leur propre télémètre et dans certains cas auraient des versions plus petites de ces types de systèmes de contrôle de tir qui leur permettraient à leur tour de calculer certaines de ces données. Mais la nature inférieure de ces systèmes signifierait bien sûr un tir moins précis et ils ne pouvaient généralement être utilisés que pour la tourelle avec laquelle ils étaient particulièrement associés. C'est pourquoi, encore une fois, par exemple, à la bataille finale du Bismarck, une fois que le système principal de contrôle de tir a été mis hors service, la précision des tirs du Bismarck se relâche, puis une fois que les stations de contrôle avant et arrière ont également été démolies, les tourelles fonctionnant sous contrôle local ont une assez mauvaise chance de toucher quoi que ce soit. Bien sûr, rien de tout cela n'aborde les systèmes de contrôle de tir anti-aérien qui ont leur propre ensemble de problèmes à gérer car c'est un environnement beaucoup plus 3D et vous devez également être par conception dans des positions beaucoup plus exposées avec une plus grande liberté de mouvement en 3D donc à un certain moment, dans un futur lointain, je suppose que nous aborderons les systèmes de contrôle de tir anti-aérien, mais pour l'instant, bien que cela ait pris environ 1 heure, j'espère que cela apporte un certain degré de clarté sur la complexité réelle qu'il y a à prendre un obus sur un navire de guerre.
et le lancer à travers l'océan pour idéalement croiser un navire de guerre ennemi à plusieurs dizaines de miles de distance. Alors avec ça, nous allons conclure ici. Merci beaucoup de votre écoute. Et espère vous revoir dans une autre vidéo, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, laissez-nous le savoir dans les commentaires ci-dessus. Pensez à commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.